Bonjour Christine Coton, vous êtes biostatisticienne et vous allez passer en revue pour les auditeurs de François les 4 vaccins d'un point de vue de la biostatistique. Mais peut-être pour commencer, ce qui serait utile pour les auditeurs, c'est que vous présentiez un petit peu qui vous êtes et ce que c'est qu'une biostatisticienne, parce qu'on sait que les Français ne sont pas très à l'aise avec les statistiques, avec les chiffres, puisqu'il y a même la famille de Goncourt qui a dit que la statistique est la première des sciences inexactes. Est-ce que vous allez nous montrer cet élément-là, Christine? Alors, bonjour Xavier, merci de m'accorder cette interview. Donc moi, j'ai été biostatisticienne pour l'industrie pharmaceutique pendant 23 ans. Être biostatisticien, c'est participer à gérer des activités de biométrie pour le compte des laboratoires et on travaille pour des services qui sont des services de recherche-développement. Bon, dans ce cadre-là, on a 2 activités principales. On a l'activité qu'on appelle data management, c'est l'activité de gestion des données. Donc, comment recueillir les données des essais cliniques. Et on a l'activité donc d'analyse, comment les analyser. Alors, on va faire aussi autre chose puisque le biostatisticien, il va intervenir bien en amont des études lors de l'écriture des protocoles. En gros, quand il n'y a pas de biostatisticien, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché puisqu'il n'y a pas de résultat. Donc, le biostatisticien, c'est vraiment un élément central des essais cliniques. Et moi, dans ce cadre-là, j'ai travaillé en 23 ans pour tout type de clients, de la petite biotech au gros labo pharma, de AstraZeneca, Johnson, Roche, Fabre, Bayer, Sanofi Aventis, etc. Donc, dans le cadre des essais cliniques, mais aussi pour les enquêtes observationnelles, pour les ATU, autorisations temporaires d'utilisation, et pour les RTU, qui sont des recommandations temporaires d'utilisation. Donc, le biostatisticien, il participe donc à écrire ce fameux protocole d'études cliniques qui va fixer le cadre de la recherche. Qu'est-ce qu'on cherche? Quels sont les objectifs? Quels sont les critères d'inclusion? C'est-à-dire, quelle est notre population d'analyse? On est soumis à une réglementation qui est extrêmement rigoureuse puisqu'on suit des guidelines qui sont ceux de l'Europe ou de la FDA. Donc, au niveau de l'Europe, ça s'appelle l'ICH, c'est International Conference of Harmonization. Tout ça réglemente qu'est-ce qu'on doit analyser comme population, comment on doit écrire un protocole, qu'est-ce qu'on doit rendre comme résultat, jusqu'au format même du rapport clinique qu'on doit rendre. Donc, on intervient pour rédiger un rapport statistique et on travaille avec le rédacteur médical, donc en général un médecin, pour rédiger un rapport clinique qui sera soumis aux autorités pour avoir la fameuse AMM, autorisation de mise sur le marché. Mais dites juste quand même, pour revenir un peu à la question de Goncourt, est-ce qu'on peut dire ce qu'on veut aux statistiques? Alors, c'est un peu une question de piège, ça, parce que est-ce qu'on peut faire dire ce qu'on veut? Alors, je vais répondre oui et non. C'est-à-dire que si je fais un sondage et que je le fais à la sortie du métro, par exemple, je ne vais pas avoir le même résultat que si je l'ai fait dans les quartiers de Neuilly. Donc, en ce qui concerne les essais cliniques, on va partir d'hypothèses de calcul, on le verra un peu plus loin, donc d'hypothèses sur le taux espéré de succès. Et c'est à partir de là qu'on va construire tout notre protocole et ce qu'on va appeler le critère principal. Et c'est là-dessus qu'on va conclure. C'est-à-dire que si mon critère principal fonctionne, je vais pouvoir conclure que mon médicament est efficace. Et la statistique, alors on travaille toujours à un pourcentage d'erreur près, qui est de l'ordre en général de 5% ou de 2,5%, ça dépend des études. Et donc, finalement, on conclut toujours à un taux d'erreur près où il est possible que notre résultat, ce soit dû au hasard. Donc, notre travail, c'est de trouver les bonnes méthodes pour évidemment conclure le plus possible à quelque chose qui est correct et ne pas se tromper. Donc, vous pourriez quelque part dire que la statistique est bien une science qui pourrait être inexacte. Oui, moi, je ne peux pas dire que ça soit une science exacte puisque je travaille à un pourcentage d'erreur près. Mais ce pourcentage étant compris et étant inclus dans les analyses, ma conclusion, elle reste valable au taux d'erreur fixé par le protocole. Alors, on entend souvent parler aujourd'hui de la notion de l'analyse bénéfice-risque.
Comment vous prenez cette analyse du bénéfice-risque dans votre degré d'incertitude, votre degré d'analyse? Et peut-être qu'on pourrait en parler autour de ce que c'est qu'un essai clinique. Alors, les essais cliniques, on commence en général pour une molécule dans un laboratoire, et là, on va tester des milliers et des milliers de molécules en espérant identifier certaines propriétés. Quand on en a identifié certaines qui ont l'air efficaces sur certaines pathologies, on va passer au préclinique, c'est-à-dire que là, c'est la recherche sur les animaux. Donc, on va avoir des singes, des chiens, des cochons, enfin, c'est absolument abominable pour tous les défenseurs des animaux. Et donc, on va tester là, à ce moment-là la toxicité de la molécule. Donc, on va compter plus ou moins la dose à laquelle, chez la moitié de la population des animaux qui meurent. Une fois que j'ai identifié certaines molécules qui sont à peu près non toxiques sur les animaux et qui ont l'air d'avoir une certaine efficacité, je vais passer à la phase 1. Donc là, je suis chez le volontaire sain, c'est en général un petit groupe de patients, et ce que je veux à ce moment-là, c'est évaluer la tolérance de la fameuse molécule. Donc là, je vais avoir un suivi très régulier de tout ce qui est tolérance, avec des tas de prises de sang, des analyses d'urine, examen cardiaque, examen physique, etc. On va suivre le volontaire de très près pour voir si on n'a pas des effets indésirables qui, du coup, seraient graves et qui empêcheraient le développement de continuer. Donc, si ça se passe à peu près bien, je passe à la phase 2. Donc, la phase 2, je suis dans une étape où, en général, je cherche la dose. Donc, ça peut être la dose la plus efficace ce qu'on cherche souvent, c'est une dose efficace et bien tolérée. Je peux laisser tomber une dose plus efficace, mais si j'ai énormément d'effets indésirables, je vais en choisir une qui est un peu moins efficace, mais mieux tolérée. Donc, quand j'ai identifié cette dose, je vais passer à la phase 3. Donc là, je suis sur un groupe de patients qui est beaucoup plus conséquent, puisque c'est ma phase dite confirmatoire, c'est celle dont les résultats vont être utilisés pour prouver l'efficacité de mon nouveau médicament ou de mon vaccin. Donc, si ça s'avère concluant, c'est-à-dire j'ai prouvé que cette nouvelle molécule est statistiquement différente de mon placebo ou d'un autre traitement déjà existant sur le marché, je soumets aux autorités. Et c'est à ce moment-là qu'on a l'AMM, une fois que les autorités ont approuvé le nouveau médicament en vie réelle. Alors ça, c'est la méthode traditionnelle, parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y avait eu des AMM accélérés. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres à chaque pas de danse sur la place publique. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime.